Lorsqu'on découvre la crypto-monnaie, on a tendance à s'intéresser surtout à l'aspect financier, et nos décisions sont donc basées sur les profits potentiels apportés par chaque actif. Inévitablement, on finit par se rendre compte que le Bitcoin n'offre plus autant d'opportunités de faire fortune que par le passé. Pour devenir riche avec un petit investissement, il faut être très patient, ou alors être audacieux et choisir autre chose que le Bitcoin. Et personne n'a envie d'être patient. Donc, beaucoup finissent par se diriger vers d'autres crypto-actifs. Et les plus intéressants aux yeux d'un investisseur, ce sont bien sûr les actifs qui ne sont pas encore sur le marché. S'ils ne sont pas encore disponibles, évidemment, ça veut dire que l'intégralité de leur incroyable potentiel reste encore inexplorée. Sauf que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce sont aussi des investissements très risqués. Entre les projets qui ne marchent pas, les arnaques et les préventes à des prix trop élevés, les pièges sont très nombreux. Et la probabilité de succès de ces nouveaux actifs en est d'autant plus basse. Alors, pour vous éviter de faire de mauvais investissements, aujourd'hui nous allons faire le tour des différentes catégories de prévente de cryptoactifs et parler un peu de l'état de cette partie du marché. Vous l'avez vu dans le titre, il y a 3 types de prévente à connaître. Les ICO, les IDO et les IEO, dont les noms font référence aux IPO, les Initial Public Offerings, qui sont les introductions en bourse des sociétés traditionnelles lorsqu'elles vendent leurs actions pour la première fois. Dans la crypto, les premières levées de fonds à être apparues, ce sont les ICO, ou Initial Coin Offerings. Ces offres initiales de pièces, comme les Anglais les appellent, existent depuis 2013. Le projet Mastercoin, lancé pour améliorer Bitcoin, avait alors récolté 4740 Bitcoins environ, soit 500 000 $ à l'époque. Beau succès pour la toute première des ICO. Mais celle qui a vraiment fait décoller le concept, c'est bien sûr l'ICO d'Ethereum l'année suivante qui a explosé tous les records avec plus de 18 millions de dollars récoltés. Alors en quoi consiste une ICO exactement ? En fait c'est assez explicite. Un créateur de nouveaux réseaux ou applications offre de vendre des pièces ou jetons au public en mettant en place un site internet dédié ainsi qu'un contrat intelligent dans la majeure partie des cas. Pour participer, il n'y a qu'à envoyer de l'argent, auquel cas on obtient en échange des jetons prouvant que l'on a contribué. Le public peut ainsi bénéficier d'un investissement a priori intéressant en échange d'autres actifs dont la valeur est moins théorique que le créateur pourra utiliser pour mener son projet à bien. Seulement 4 ans après la naissance de Kickstarter, le financement participatif était déjà entré dans tous les esprits et l'apparition des ICO était finalement plutôt prévisible. Surtout dans un monde comme celui de la crypto où les banques et autres fonds d'investissement traditionnels restaient plutôt frileux. Et donc avec le succès de celle d'Ethereum, les ICO sont vite devenus essentiels pour tout investisseur qui se respecte. Ce n'était plus en achetant et en revendant du Bitcoin sur les plateformes d'échange qu'on faisait fortune, mais plutôt en allant se perdre dans les méandres de la section Nouveaux projets de Bitcoin Talk. Ce forum, qui était autrefois en quelque sorte la capitale de l'univers crypto, était un passage obligé pour toutes les ICO un tant soit peu respectables, qui étaient systématiquement présentés par leurs créateurs. Mais avec le temps sont apparues les arnaques, qui ont quelque peu gâché la fête. La plus légendaire d'entre toutes, c'est certainement celle de Prodeum, datée de janvier 2018. Pour un projet bidon qui prétendait fournir un système de traçabilité des aliments afin d'avoir des fruits et légumes de qualité, les objectifs fixés par l'arnaqueur n'avaient pas du tout été atteints, et sur les 2000 Ethers qu'il espérait soutirer à des investisseurs crédules, il en a reçu un peu moins de 3. Face à son échec, l'arnaqueur n'a rien trouvé d'autre à faire que de supprimer son site internet pour ne plus afficher que le mot pénis. L'absurdité de cet événement en aura fait rire plus d'un, mais malheureusement, il y a également eu beaucoup d'autres arnaques mieux réussies. Et puis les arnaques n'étaient pas le seul problème. Avec le temps, la question de la légalité de ces pratiques a fait douter beaucoup d'investisseurs. Les Américains et leur fameuse SEC en ont effrayé plus d'un, malgré le caractère souvent absurde et injuste de leurs décisions. À l'époque, quelques grosses ICO avaient été qualifiées de vente illégale de titres financiers non enregistrés et les marchés se sont calmés pendant un moment. Donc pour résumer, après un catapultage phénoménal des ICO direction la Lune pendant 2 ou 3 ans, les arnaques et les menaces légales ont fini par venir à bout de l'enthousiasme des investisseurs. Et bien sûr, il ne faut pas négliger la disparition progressive de l'effet de mode. Avec le passage du temps et l'augmentation du nombre d'ICO, elles sont naturellement devenues moins intéressantes, et même des ICO parfaitement légitimes ont commencé à rater leurs objectifs de collecte de fonds. Pour convaincre les investisseurs, il fallait donc régler les problèmes existants. D'abord, il y avait celui de la légalité des ICO qui a essentiellement disparu de lui-même. En petite partie, simplement parce que les tribunaux n'étaient pas toujours d'accord avec la SEC, et en grande partie parce que la SEC n'a rien fait pour concrétiser ses promesses de damnation éternelle dans la majorité des cas. En effet, après 5 ans sans porter l'affaire devant un tribunal, la SEC perd le droit d'agir, et grâce à ça, beaucoup d'ICO s'en sont tirés indemnes. Comme beaucoup de ces élucubrations sont restées sans effet, la peur que la SEC engendrait a progressivement disparu. Aujourd'hui, les startups sont plus précautionneuses et essaient souvent de suivre les recommandations de la SEC, mais elles n'abandonnent pas leurs projets pour autant.
On peut donc considérer que l'obstacle légal a essentiellement disparu dans le sens où il ne représente plus un mur infranchissable, mais une simple difficulté supplémentaire. Bien sûr, il restait encore un problème de taille qui était celui des arnaques, mais là encore il s'est résolu assez rapidement dès que les startups se sont rendues compte qu'elles pouvaient s'appuyer sur des tiers de confiance afin de légitimer leur projet. C'est ainsi que les deux autres types de levée de fonds sont apparus. D'abord les IEO et ensuite les IDO. IEO pour Initial Exchange Offering et IDO pour Initial Dex Offering. L'idée était ici de faire la levée de fonds sur une plateforme déjà existante en laquelle les utilisateurs peuvent avoir confiance. Pour les IEO, c'est une plateforme centralisée comme Binance, et pour les IDO, c'est une plateforme décentralisée ou pseudo-décentralisée. Dans tous les cas, la plateforme en question joue le rôle d'intermédiaire et se charge de vérifier l'identité des créateurs du projet financé. Ensuite, elle organise la levée de fonds sur son propre site, en lequel les investisseurs peuvent avoir confiance. Et après la fin de la levée de fonds, le jeton est listé directement sur la plateforme d'échange, ce qui permet aux investisseurs de trader directement plutôt que d'attendre parfois très longtemps avant de voir leur investissement débarquer sur une plateforme connue. Mais rien de tout cela ne change vraiment la nature profonde de la chose. Les IEO et les IDO sont toutes deux également sujettes aux caprices de la SEC et elles ne sont pas plus garanties de réussir que les ICO. La seule véritable amélioration ici, c'est que toutes ces précautions prises par les plateformes d'échange rendent les arnaques à la Prodeum beaucoup plus difficiles à mettre en place, et leur quantité a donc énormément diminué. De toute évidence, les arnaques n'ont pas été éradiquées pour autant. D'une part parce qu'il est toujours possible, en théorie, de tromper également les plateformes qui gèrent la levée de fonds si elles ne sont pas très attentives, et d'autre part parce que la plateforme d'échange utilisée fait parfois partie de l'arnaque. J'ai moi-même eu la chance d'avoir fait l'objet récemment d'une tentative d'arnaque dans ce genre-là. Une charmante inconnue m'a contacté sur un réseau social et la conversation a rapidement dérivé vers la crypto-monnaie. L'arnaque était déjà évidente à ce moment, mais j'ai choisi de continuer par curiosité pour en voir une de mes propres yeux. Et la suite ne s'est pas fait attendre, on m'a immédiatement recommandé d'aller acheter un jeton dont je n'avais jamais entendu parler sur un site dont je n'avais jamais entendu parler non plus. En cliquant sur le lien, on se retrouve sur une plateforme d'échange non répertoriée sur CoinGecko ou CoinMarketCap, au design douteux, dont le site est à moitié fonctionnel et avec une IEO bancale dont le projet présenté est comparable à celui de Prodeum. Normalement, même le plus aveugle des investisseurs devrait se rendre compte qu'il y a un problème. Et vous pouvez le constater, il est assez facile d'éviter ces arnaques au final. Pour cela, il suffit de ne jamais aller sur des plateformes d'échange inconnues, particulièrement quand quelqu'un vous envoie un lien. Par conséquent, les seules arnaques que vous pourriez rencontrer en théorie seraient celles qui réussiraient à passer à travers les filets de la plateforme d'échange. Et ce risque est quasi inexistant pour ne pas dire nul sur les plus connues, puisqu'elles demandent énormément d'informations avant d'accepter de mettre leur réputation en jeu en listant le nouveau jeton. Donc aujourd'hui, en 2023, tant qu'on prend les précautions les plus basiques, on est beaucoup plus en sécurité. En tant qu'investisseur, le danger le plus important qu'il vous reste à éviter, c'est tout simplement celui des idées vouées à l'échec. Beaucoup de levées de fonds sont faites pour financer des projets qui n'ont aucune chance de marcher. Soit parce que c'est une mauvaise idée, soit parce que le véritable objectif numéro 1 qui n'est pas mentionné sur le site internet reste l'enrichissement des fondateurs, ce qui se produit beaucoup trop souvent. Par exemple, on sort une startup qui prétend innover avec un fork d'une plateforme existante et 2-3 nouveautés, on vend les jetons et on part avec la caisse dès que possible après avoir fait le minimum requis. C'est rapide, c'est facile et personne ne peut se plaindre parce que le produit a bel et bien été livré. Donc quand on participe à des levées de fonds comme ça, il faut absolument faire preuve d'esprit critique et bien prendre le temps de tout analyser en gardant à l'esprit que la réussite n'est pas la seule option. Il est aussi possible de perdre de l'argent et c'est même le résultat le plus fréquent sur le long terme. Les startups classiques coulent la plupart du temps, et quand on combine ce risque à celui inhérent au monde de la crypto, on arrive à une forte majorité d'échecs. Et avant de se quitter, j'aimerais aussi parler d'un autre risque, qui est celui des levées de fonds faites avec des conditions injustes, ce qui se produit malheureusement beaucoup trop souvent. Parfois, l'injustice se trouve dans les prix de vente qui ont été accordés aux fonds d'investissement qui ont eu la priorité sur des gens comme vous. Alors que vous payez un jeton à 10 centimes pendant l'IEO, ils le paient à 1 centime au cours d'une vente privée qui a eu lieu un peu avant. Et puis parfois, l'injustice se trouve dans le verrouillage des jetons achetés, qui se déverrouillent graduellement et vous empêchent de vendre au début, peu après la fin de la levée de fonds, quand les prix sont élevés sur le marché. Lorsqu'on combine ces deux injustices, on obtient des résultats parfois désastreux. Les fonds d'investissement qui sont déjà riches, qui sont arrivés avant vous et qui ont acheté beaucoup moins cher, peuvent revendre avant vous et profiter des meilleurs prix pour finir par vous laisser un marché où les jetons valent 3 fois moins cher que ce que vous les avez achetés. Les levées de fonds ne sont donc en aucun cas un chemin garanti vers la fortune, surtout aujourd'hui. En termes de rendement, quasiment toutes les meilleures ICO, IDO et IEO datent de 2014 à 2018, avec quelques exceptions allant jusqu'à 2021 voire 2022 encore plus rarement. Il faut se rendre à l'évidence, elles ne sont plus aussi intéressantes qu'elles l'étaient autrefois. Bien sûr, il est toujours possible de faire fortune avec une prévente, c'est juste devenu l'exception plutôt que la règle comme c'était le cas au début.
Évidemment, si vous trouvez malgré tout une ICO, une IEO ou une IDEO absolument incroyable qui vaut vraiment le coup d'investir, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, restez connectés et on se reverra dans la prochaine vidéo du Journal du Coin.